Salut à tous, on se retrouve en direct, en live. On est 2 jours après la fin des essais officiels à Sepang. Michel, tu viens de revenir de Malaisie. Exactement. Voilà, c'est 3 premières journées de l'année 2020. Alors il y a eu un shakedown de 3 jours avec les pilotes essayeurs, les rookies du championnat, c'était une nouveauté. Et ainsi que les marques qui ont droit à des concessions. Donc on a vu notamment Pol Espargaro par exemple pour KTM. Et puis ces 3 journées qui ont été dominées par Quartararo. On va attaquer avec la performance du Français qui a fait le meilleur temps des 3 jours. La première journée sur son ancienne moto, les 2 journées suivantes sur la fameuse M1 2020 identique à celle de Valentino Rossi et Maverick Viñales. Qu'est-ce que tu as pensé de cette belle performance de Fabio? Sur un tour, on le sait, il est très rapide. On sait aussi qu'il va peut-être devoir travailler sur son rythme de course. Qu'est-ce qu'ont donné les chronos en termes de simulation de course? Bon, alors déjà, il faut un peu replacer tout ça. Le premier jour, effectivement, il a roulé sur sa moto de l'an dernier. Donc voilà, l'idée, c'était d'essayer le nouveau pneu Michelin, de régler un peu la moto avec ce nouveau pneu qui offre un peu plus de grip et de constance. Et puis après, il avait à essayer... alors, la moto 2020, c'est pas tout à fait ça, parce que là, on est encore en phase d'essai de prototype. Donc, il y a pas mal de choses, aussi bien des châssis que des moteurs, des choses un petit peu différentes. Et lui, bon, on lui a donné un moteur qui avait déjà beaucoup roulé. C'est un moteur qui avait été essayé, qui avait été utilisé par Nakazuga et Nozane, les 2 pilotes de test. Donc, c'est un moteur qui avait pas mal de kilomètres, qui était un peu fatigué. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé dans son moteur le gain de vitesse de pointe qu'ont apprécié les deux, enfin, à la fois Rossi et Viñales, qui ont comblé, parce qu'on sait que cette année Yamaha, le but c'est de gagner de la vitesse de pointe, de combler l'handicap par rapport au V4 des Ducati et des Honda. Il y avait quoi? Il y avait 5 km/h d'écart à peu près avec les meilleures motos. En gros, on est passé de 14 à 7. Ils ont comblé a priori de moitié ce retard. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que les Honda et les Ducati vont plus vite que l'an dernier. Donc il y a aussi une progression, parce qu'on essaie de combler le retard, mais les autres ils continuent à travailler. Ouais, donc globalement, ça c'est une satisfaction chez Yamaha, c'est que le moteur est plus performant. C'était le problème de l'an dernier. Donc pour revenir à Fabio, il a roulé le plus vite avec les évolutions qu'on lui a données à essayer. Il n'a pas été, alors on a pu lire que oui, mais il n'est pas assez constant. Donc de toute façon, le but de ses premiers essais, c'était pas d'aller faire des simulations de course, de chercher la constance. C'était de se faire une idée de ce qui était à tester, de faire des choix pour la prochaine séance au Qatar, et puis après de valider tout ça pour attaquer la saison. Parce qu'on sait que notamment le moteur, après, on ne peut plus y toucher. Donc là, ce qu'a fait Yamaha, encore une petite digression par rapport à tout ça, donc Yamaha a recherché de la vitesse et a priori, ils ont ajouté à leur moteur un volant extérieur pour pouvoir jouer sur l'inertie de ce moteur et ne pas se retrouver dans une situation comme avait connu Suzuki il y a 2 ans avec un choix qui, on se rend compte que c'est pas le bon et après on ne peut plus rien faire. Donc là, voilà, il y a des options qui vont pouvoir... qui vont permettre de jouer un peu sur ce moteur, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on a voulu. Voilà, donc oui, Fabio en tout cas performant. On a retrouvé le Fabio qu'on avait laissé fin au mois de novembre, fin 2019, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis une Yamaha qui est plus performante. Justement, et donc, voilà. Qu'on a pensé Fabio de cette M1 2020 et qu'on a pensé aussi Viñales et Rossi à Sepang. Alors Viñales, le premier jour, n'était pas content parce que ça marchait pas comme il voulait. Ouais. Donc, du Viñales, on sait qu'il est pas toujours très stable. Rossi, il a trouvé ça mieux, clairement mieux. Voilà, il faut encore. Après, c'est aussi les premiers essais 2020, donc. On est encore dans une phase on fait des choix, on dégrossit, il faut travailler. Encore une fois, il y a un nouveau pneu aussi qui change pas mal la donne. Mais globalement, les commentaires des pilotes Yamaha sont très positifs. Et voilà, la bonne nouvelle aussi pour Fabio, c'est quand même qu'il aura cette année la même moto, il sera traité de la même manière, puisque voilà, il a signé un contrat pour être pilote d'usine 2021-2022, avec comme clause d'avoir dès cette année la même moto que les 2 autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui est d'ailleurs inédit, j'ai l'impression, chez Yamaha. Complètement, ça n'est jamais arrivé. Parce qu'on sait que l'an dernier, Morbidelli avait ce qu'on appelle des specs A. Ouais, qu'il aura d'ailleurs toujours des specs A, mais il n'a jamais eu la même moto que les 2 autres. Et là, cette année, en revanche, voilà, c'est écrit noir sur blanc dans son contrat, Fabio aura la même moto. Je rebondis, tu parlais de ce nouveau pneu Michelin qui a été introduit à Sepang. Il a eu l'air de poser quelques problèmes aux pilotes Ducati.
qui ont dit qu'ils favorisaient plutôt la Yamaha ou la Suzuki par exemple. Alors a priori, des commentaires qui ont été faits, ils favorisent. Alors c'est un pneu qui a plus de grip sur l'angle maxi et plus de constance. Donc ça favorise effectivement, en l'occurrence, ça favorisait les Yamaha et les Suzuki qui ont un 4 cylindres en ligne, donc qui ont des trajectoires plus rondes avec plus de passages en vitesse, en milieu de virage. On sait que les V4, leur force c'est l'accélération, donc des trajectoires plus en V, on va dire. On tourne plus court et on s'arrête plus dans le virage. Donc ce pneu, il favorise, en tout cas, il a été beaucoup plus apprécié par les pilotes Suzuki et Yamaha que par les pilotes Ducati et Honda qui, eux, trouvent qu'il y a un gain sur la traction. Par contre, ils ont un peu un manque de feeling sur le milieu de virage, un peu moins de grip que les autres. Ça glisse un peu, donc il faut... Alors encore une fois, par contre, ils sont prudents, il faut régler les motos, c'est le début, donc il n'y a quand même pas péril dans la demeure pour l'instant, quoi. Un pilote en tout cas qui a bien apprécié ce pneu et qui a performé, c'est Alex Rins, 3e temps, alors qu'on sait que c'est pas forcément un pilote qui est adepte du meilleur tour chrono. En tout cas, ses qualifications tout au long de la saison n'étaient pas extraordinaires. Et surtout, il a fait aussi une très bonne simulation de course en 59. La Suzuki, ça peut être une bonne... C'est pas vrai, c'est pas des simulations complètes, hein, c'est des séries de tours pour l'instant. Ouais. Restons un peu prudents là-dessus, mais effectivement, Rins et surtout Mir ont fait des bonnes séries très constantes, comme Vinales aussi avec la YAM. La Suzuki a progressé. Rins, il sait aussi que son problème l'an dernier, ça a souvent été les qualifications. Donc là ils ont travaillé sur le tour chrono parce qu'il doit faire mieux. S'il ne peut pas en s'élançant dans le milieu gris, c'est pas possible d'aller gagner en péril. Donc ils ont travaillé ça. Après, on a vu des chronos très serrés. Hein, on a quasiment 20 Ton sentiment là-dessus d'ailleurs, je crois qu'on a 19 pilotes en 8 dixièmes, c'est Sepang sur un grand circuit en 2 minutes. Après c'est aussi le jeu, donc là, nouveau pneu arrière pour Michelin pour la saison, nouvelle construction, et là ils avaient amené en plus des gommes un peu de l'extra soft pour faire essayer, pour faire des chronos. D'accord. On sait qu'à Sepang on fait des chronos, on a entre 10h et 11h, ou alors en fin de journée, en l'occurrence c'était plutôt le matin, donc tout le monde a chassé un peu le chrono. Et avec un super pneu pour chasser le chrono, ça a donné des choses très intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, on a un vrai resserrement des valeurs avec tout le monde a progressé. On va parler après des autres, mais globalement, ça laisse espérer du spectacle. Alors un constructeur qui a été plutôt en difficulté à Sepang finalement, c'est Honda. On sait que Marc Marquez souffre encore de son épaule, comme la même, je vais y arriver. Comme l'année dernière, à la même époque, voilà. Mais il s'est aussi plaint de la moto. Alors, il n'a pas fait beaucoup de développement. Il a laissé Cal Crutchlow essayer beaucoup de pièces. Cal qui fait un bon chrono en fin de troisième jour. Mais finalement, les Honda, on ne les a pas sentis vraiment bien à Sepang. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, les Honda, donc on en a 4. Hein. Donc, on a effectivement Marquez blessé convalescent. Donc, il s'est pas mal plaint. Alors, il dit qu'il a moins mal que l'an dernier, l'autre opération. En revanche, il vraiment pas de force. D'ailleurs, on voit il a un bras droit qui a perdu vachement de masse musculaire. Ça l'a beaucoup gêné. Il est tombé 2 fois et sur des petites fautes de concentration alors qu'il n'était pas vite, mais simplement parce qu'il ne peut pas utiliser aussi son coude comme il veut pour appuyer. On sait qu'il utilise beaucoup les coudes pour se rattraper, donc il est handicapé par rapport à ça. Donc un peu plus gêné que l'an dernier. Son frère découvre la catégorie. Nakagami s'est fait aussi lui opérer d'une épaule. Il souffrait énormément, il était loin d'être à 100%. Donc en gros, c'est Cal qui a fait le boulot, quoi. Alors on sait qu'Honda a encore fait progresser son moteur. Là, tout le monde, tous les pilotes Honda, en tout cas Crutchlow et Marquez se sont accordés à dire que c'était très bien. En revanche, ils ont toujours du mal à faire tourner cette moto, à la rendre moins sous-vireuse, à faire en sorte qu'elle soit plus stable en entrée de virage et qu'elle s'écarte moins de la trajectoire. Or, avec ce V4 et ce nouveau pneu, plus de grip à l'arrière, ça veut dire aussi une moto qui pousse plus en entrée de virage. Donc finalement, ça a aggravé un petit peu leurs problèmes de nature, on va dire. Et les évolutions châssis qui ont été essayées, pour l'instant, ça n'a pas été un miracle. Mais encore une fois, ils ont tous dit, il faut qu'on règle l'électronique aussi pour travailler ce caractère moteur et essayer de trouver des solutions. Donc c'est vrai que chez Honda, il n'y a pas eu de truc où on a entendu dire waouh, on a trouvé la solution. Mais en revanche, le moteur pédale encore plus que l'an dernier. Donc ça promet. Voilà, ça promet, ouais. Un constructeur qui a bien réussi ses essais, c'est KTM.
Ils ont beaucoup roulé entre le shakedown et Sepang avec leurs 4 pilotes plus les pilotes essayeurs. On a vu d'ailleurs Pedrosa qui a fait aussi un joli chrono, il n'a pas perdu son coup de guidon. Qu'est-ce que tu en penses là? Les progrès sont réels chez KTM, ça peut jouer dans le top 5 cette saison? Ça va être l'objectif. Après, c'est clair que la moto a vraiment changé. Donc, il y a un tout nouveau moteur. Il y a un nouveau châssis. La moto est quasiment au poids limite de 157 kg. Surtout cette année, on a 4 motos identiques. Parce que l'an dernier, Tech 3 avait récupéré les motos de l'année précédente. Là, tout le monde a les mêmes motos. Pour avoir discuté pas mal chez Tech 3, ils sont super contents du travail qui a été fait sur l'ergonomie. L'an dernier, c'était une galère à chaque fois qu'il fallait faire des interventions un peu longues de géométrie, donc ça prenait un temps fou. Là, tout est bien pensé, donc tout va plus vite, tout est plus facile à travailler et la moto est plus performante. Globalement, on a vu Pedrosa faire de super chronos et alors on sait que Pedrosa est rapide, Pedrosa n'a pas perdu son talent, Pedrosa va vite à Sepang, mais Pedrosa s'est pas mis comme ça non plus pour aller faire son chrono, donc la moto va bien. Et même Paul a dit, voilà, Paul est très content du moteur, plus facile, moins brutal, voilà, ils ont beaucoup progressé et là on va voir encore ce que ça donne. Après leur handicap, on va dire, c'est que tout repose un peu sur Pol Espargaro, parce que voilà, on a Brad Binder qui arrive, qui est un rookie. Miguel Oliveira, c'est sa deuxième année. Lui aussi, blessé à l'épaule, il n'a pas fini la saison l'an dernier. Là, il n'est pas encore à 100%. Puis on a Iker Lecuona, qui a un peu un pari quand même sur un pilote qui est jeune, qui a, semble-t-il, du potentiel, mais qui pour l'instant n'a encore rien à montrer. Et qui là, physiquement, était pas vraiment dans le coup. Alors il a enchaîné les 6 journées avec le check-down, mais en tout cas, nous, les 3 jours où on était là, il était quand même pas au top, quoi. Difficile de découvrir le MotoGP pour les rookies. Aprilia également, bonne surprise. Donc la fameuse nouvelle RSGP que Albeciano nous promettait révolutionnaire. Force est de constater que cette moto elle a apparemment vraiment progressé. En tout cas, Alex Espargaro était très content de ses tests. Mais elle a encore vraiment une toute nouvelle moto. Il a encore, on va dire, encore plus nouvelle que les autres, puisqu'ils ont changé leur concept de moteur. Ils sont passés à un V à 90 degrés comme sur la Ducati et la Honda. Donc Alex Espargaro était content, même si il espérait que le moteur soit un peu plus performant. Alors, explication de chez Aprilia, la moto elle est sortie du banc en décembre, il n'y a pas eu de test jusque-là, donc pour l'instant on ne veut pas tout casser, donc la puissance, on est loin d'utiliser le potentiel du moteur, on y va step by step pour voir jusqu'où on peut pousser ce moteur sans le prendre dans les dents, mais globalement voilà, ouais, c'est encore plutôt satisfaisant. Après le problème d'Aprilia, c'est qu'il n'y a que 2 motos. Et là, en l'occurrence, il y avait Aleix était assisté de Bradley Smith et de Lorenzo Saadori, puisque Iannone est sous le coup d'une suspension dont il a fait appel. Justement, tu peux nous en dire plus? Comment ça va se finir cette histoire? Pour l'instant, il y a un appel. Je crois qu'il a eu un sursis pour que l'appel soit examiné, parce que les avocats ont été reçus à la FIM avec des arguments. Enfin bref, il a été contrôlé pour une prise d'anabolisant. La FIM estime que c'est certainement les produits qu'il prend pour perdre du poids, pour ses séances de mannequinat. Et alors que la défense, c'est j'ai mangé un steak. Comme avait plaidé Contador à l'époque. Donc là, Aprilia a demandé à un laboratoire indépendant d'examiner les cheveux qui prouverait que cette prise, elle est antérieure au mois de septembre, et donc qu'elle ne correspond pas à ce qu'on lui reproche. Enfin, en gros, pour le blanchir. A priori, c'est déjà arrivé, ce genre de choses. Enfin, cette méthode a permis à d'autres sportifs italiens de s'en sortir. Donc, voilà, c'est un peu confus, mais sinon, après, l'étape d'après, c'est le passage devant le TAS. Ouais. Mais bon, là, ça pourrait prendre des mois, et auquel cas, il ne pourrait pas participer à la saison. En tout cas, s'il n'est pas blanchi, c'est Bradley Smith qui le prendra son guidon pour 2020. D'accord. Un petit mot sur Johann Zarco.
de retour en piste, qui a découvert une nouvelle moto. C'était le seul du plateau à complètement découvrir une nouvelle moto à Sepang. Il n'a eu que 3 jours sur cette Ducati du team Avintia et ça a été plutôt solide. Il termine alors loin au classement, mais à seulement 6 dixièmes du meilleur temps de Quartararo. Dans quel état d'esprit tu l'as senti? C'est plutôt positif ces tests pour lui? Oui, c'est positif. Voilà, alors même, on connaît Johan, hein, il espérait forcément peut-être un miracle, quelque chose. Donc, mais bon, il travaille sur lui pour, voilà, il sait qu'il faut qu'il soit patient. Johan, il n'a pas fait les tests, on l'a dit, il n'a pas fait les tests du mois de novembre. Donc, c'était vraiment ses premiers tours de roue avec la moto, avec la Ducati. Donc, c'est la Ducati de l'an dernier. Donc, pour lui, on ne cherche pas, il n'y a pas des pièces à tester, des évolutions. Voilà, on lui a donné la moto. Alors, une Ducati qui n'est pas forcément sur son circuit de prédilection en plus. Mais voilà, lui, il doit se concentrer sur comprendre comment fonctionne cette moto. Pour ça, il a des gens autour de lui qui lui expliquent. Puisque même s'il est chez Avintia aujourd'hui, il est avec Marco Rigamonti qui était chez Suzuki, là, mais avant chez Ducati avec Iannone, qui a été débauché de chez Suzuki pour travailler avec lui. Il a 2 ingénieurs aussi qui sont dédiés. Rabat a d'ailleurs lui aussi 2 ingénieurs Ducati, donc le team Avintia est beaucoup mieux entouré que par le passé. Donc ils ont 2 motos de la saison passée. Voilà, il faut apprendre, découvrir. Voilà, peut-être il attendait peut-être aussi que la Ducati soit plus proche de ce qu'il avait connu sur la Yamaha. Bon, il se rend compte que voilà, c'est une moto. Alors, il est impressionné par le moteur à l'accélération. Par contre, voilà, pour utiliser ces qualités-là, il ne faut pas qu'il cherche à passer au point de corde comme il passait avec la Yamaha. Donc voilà, c'est reprendre des marques avec un pilotage dédié à cette machine. Mais voilà, Johan, il a fait du ménage cet hiver dans sa vie, il a repris son destin en main, il en a terminé avec ZF Grand Prix, voilà, il se reconstruit, il faut du temps. Mais bon, effectivement, 6 dixièmes pour un premier contact, c'est loin d'être ridicule. Donc voilà, lui, son objectif, c'est... il rêve du top 5, je pense que ça ne va pas être facile parce que voilà, il y a un paquet de motos d'usine, on a vu les KTM ont progressé, les rookies sont rapides, les Suzuki vont très vite. Bon, bref, rentrer dans le top 10, ça sera déjà difficile, avec une moto de l'an dernier qui plus est. Donc voilà, lui, son objectif, c'est montrer qu'il est capable de bien bosser, de progresser, et pourquoi pas d'être une option pour Ducati dans l'équipe officielle la saison prochaine, puisque le marché des transferts est déjà bien entamé, hein, puisque voilà. Les options de Ducati finalement là se sont un peu restreintes. Voilà, ils sont fait Yamaha a bien protégé ses pilotes en assurant Vinales et Quartararo. Donc là, voilà, Ducati n'a plus trop d'options, donc pourquoi pas Johan dans l'équipe officielle l'année prochaine, ou voir chez Pramac avec une moto d'usine. Voilà, ça peut être une vraie option pour lui, à lui de faire le job maintenant. Alors, il y a un pilote qui a redécouvert une moto qu'il connaissait bien à Sepang, c'est Jorge Lorenzo. Qu'on a eu plaisir à revoir en piste, qui s'est tout de suite senti à l'aise sur cette Yamaha qui selon ses propos, n'a pas beaucoup changé finalement ces dernières années. Par contre, il a roulé que 2 jours en tout entre le shakedown et les 3 journées par manque de matériel, je crois. Ouais, voilà, il y avait pas, on l'a dit, hein, même Fabio, il a essayé des pièces qui étaient un peu déjà... avait été testé pas mal, dégrossi par les pilotes d'essai, donc il y avait pas beaucoup, voilà, pour l'instant on est un peu à court de pièces, on n'a pas défini ce que seraient les motos 2020, donc l'idée de Lorenzo c'était de lui faire quelques tours, qu'il reprenne un peu contact, se faire plaisir, mais je pense que en tout cas aussi bien Vinales que Rossi, que Fabio, tout le monde se réjouit que Lorenzo revienne dans la maison Yamaha. On sait que quand il a laissé sa moto aux mains de Vinales a gagné 4 des 5 premières courses du championnat 2017. Donc, on peut penser que c'est une bonne chose que Lorenzo soit de retour. Et du coup, il devrait
Pas remonter sur la moto avant le mois d'avril, quelque chose comme ça, voilà, pour un vrai programme de test dans l'ombre finalement. Ouais, ça reste, voilà, ça reste à définir. On parle, il y en a déjà qui ont annoncé sa participation au Grand Prix de Barcelone. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est prévu, en tout cas officiellement. Jarvis a bien précisé que si Lorenzo fait un Grand Prix, ça ne sera pas pour lui donner une moto qui gagne pour aller chercher la victoire, mais ça sera si on a besoin d'essayer de valider des choses en conditions de course. Donc il n'aura pas forcément une moto, il aura plutôt un proto laboratoire qu'une moto performante pour aller gagner la course. Donc voilà, il est là pour être pilote d'essai et pas pour préparer son retour. D'ailleurs, on lui a posé la question, savoir si de retrouver la Yamaha lui donnait envie de revenir à la compétition. Il a dit que sa réponse a été « j'étais persuadé 98%. » Il a gagné 1%. Voilà, il y a 1% de moins de doute. Donc voilà, il est content d'être, de garder un pied dans le paddock finalement et de pouvoir faire de la moto sans plus avoir cette pression de la course. Donc il est un peu dans la position de Pedrosa en fait. Pour conclure, je voudrais qu'on parle de quelque chose qu'on a aperçu encore une fois sur ces Yamaha Sepang, c'est un dispositif d'aide au départ un petit peu copié sur celui de la Ducati, tout simplement. Bah oui, Ducati innove et les Japonais suivent. Donc effectivement, ce fameux all-shot device qui vise à enfoncer la suspension arrière au départ pour éviter les problèmes de wheeling. C'est testé et je pense qu'ils auront... Alors c'est un système qui a l'air un peu différent puisqu'apparemment il actionne en appuyant sur la selle sur la grille. Donc bon, il vaut mieux avoir des pilotes qui aient les deux pieds par terre, quoi. Je pense que Pedrosa aurait du mal à utiliser le système. En tout cas, voilà, ils essaient des choses et je pense que c'est comme certainement à peu près tous les constructeurs vont trouver une combine aussi pour gagner cette efficacité sur le départ, quoi. Ben merci Michel, et puis on se retrouve du coup après le premier Grand Prix au Qatar. Voilà. Après le Qatar. Qui va être, je pense, très serré au vu de ce qu'on a vu à Sepang et de la tradition du Qatar avec des courses toujours très serrées. On espère. Merci à tous. Merci et à bientôt.